Bonsoir, bienvenue dans iWeek. On est en direct ce mardi soir, 20h-21h sur Watch TV, toute l'actu Apple en live et la semaine est à nouveau très chargée comme vous le savez. Les iPhones sont sortis, OS 10 El Capitan arrive demain, grosse semaine encore dans l'univers Apple. On va en parler ce soir pendant une heure avec nos deux amis du jour que je salue. Je vais commencer par celui qui est à ma gauche à l'écran, à savoir Guillaume Jette. Salut Guillaume. Hey, salut. Et toi, tu es directement concerné par la sortie d'un nouvel OS, évidemment. Mais oui, car demain, c'est officiel, c'est sûr à 100%, OS 10.11, alias El Capitan, donc sur la 12e version d'OS 10, sera enfin disponible. Donc on va enfin pouvoir en discuter un peu ce soir dans le calme. Absolument, et tu es concerné, je le dis à ta place, parce que tu es donc le développeur de Disk Maker, utilitaire indispensable, absolument, pour installer un OS 10 sur un Mac ou plusieurs Macs. Ça évite de le télécharger plusieurs fois en fait, hein, pour faire quoi. Et puis c'est pratique aussi si vous voulez faire une installation complète de l'OS, pouvoir reformater le disque, réinstaller un système totalement propre, vous pouvez utiliser Disk Maker pour prendre l'application OS 10 que vous avez téléchargée et la mettre sur une clé USB. Et donc la nouvelle version 5 sera disponible demain soir, juste après que j'ai testé avec la version finale de El Capitan, mais des tests que j'ai faits, c'est très prometteur. Bon, écoute, génial Guillaume, moi je m'en sers depuis avant que je te connaisse de ton utilitaire, donc c'est très sympa de pouvoir te rendre ce petit hommage public. Autre intervenant que vous connaissez bien, et il nous a manqué ces dernières semaines dans iWeek, c'est Eli Abitbol. Salut Eli, en duplex de Nice. Oui, bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Oui, je suis ravi d'être de retour parmi vous. Bah oui, tu nous as manqué, là, ça fait au moins 15 jours. Dans la formation Apple, lancement de la montre, lancement du nouvel iPhone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous étiez en formation, concrètement? Oui, absolument. Apple a lancé un planning de formation sous 48 heures. Il fallait que toutes les équipes commerciales soient formées. Donc, c'est très compliqué de vendre une montre. Il faut savoir parler des bracelets et expliquer la différence entre le cuir milanais d'une tannerie du XVIIe siècle. Mais on a appris plein de petites choses sympathiques. C'est bien. Il y a du matériau qui a été utilisé dans les airbags du rover qui est allé sur Mars. Non. Et oui, et si. Alors oui, parce qu'il faut quand même préciser que l'une des nouvelles de cette rentrée, c'est que l'Apple Watch est enfin disponible dans les Apple Premium Resellers. Dans les bacs. Absolument. Dont tu es le président. Tu es le président de ces revendeurs Apple. Tout à fait. Et donc on est ravis de l'avoir. Apple a fait de gros efforts de merchandising. Donc on a reçu plein de montres de démo avec des bracelets pour pouvoir les montrer aux clients, des trucs automatiques. Donc, en fait, le message d'Apple de dire que les APR maintenant sont intégrés dans le réseau de distribution, un peu comme les boutiques Apple, comme les retail stores, commence à être entendu dans tous les pays du monde. Ouais. Juste, on sait que ça a été un petit peu long pour que vous ayez l'Apple Watch. Concrètement, dans quelles conditions est-ce que vous la proposez? Est-ce que vous avez dû faire des aménagements dans les magasins, etc.? Alors, pour l'instant, pas encore, parce qu'Apple voulait absolument qu'on la lance pour la rentrée. Ouais. Donc, dans un premier temps, on a fait un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on a réservé une table pour faire les présentations, mais on n'a pas encore reçu la table avec toutes les montres sous verre que vous connaissez déjà et qu'on va avoir début 2016 parce qu'il faut les fabriquer. Et donc, Apple a dit, mais écoutez, c'est pas grave, on va la lancer quand même. Et on a eu le présentoir qui contient l'autodémo de l'Apple Watch et on a eu aussi cette sorte de boîtier où il y a toute une série de montres avec leurs bracelets et qui permet de faire des essayages. Donc, les clients peuvent venir essayer l'Apple Watch chez nous.
D'accord. Eh bien, écoute, on est très heureux pour vous. Ça a mis un peu de temps, mais elle est là et c'est une bonne chose. On va pas trop parler de l'Apple Watch ce soir. Les gros sujets du jour, c'est OS 10 et El Capitan, c'est les iPhone 6S et 6S Plus, et puis toute l'actu de l'écosystème Apple. Comme d'habitude, on va marquer une très très courte pause. On se retrouve dans un instant avec le premier gros morceau du jour. C'est évidemment la nouvelle version d'OS 10 qui arrive demain et qui est gratuite. Voilà, donc El Capitan, c'est son petit nom. On va faire de la vulgarisation, puisqu'il y a plein de gens qui nous regardent sans doute, qui ne sont pas forcément des spécialistes du monde Apple, mais qui ont un Mac et qui demain vont avoir une alerte qui va leur proposer de faire la mise à jour d'OS 10. On ne dit plus Mac OS 10, hein, on dit seulement OS 10 maintenant. Hein. OS 10 maintenant. Oui, OS 10. OS 10. Alors, El Capitan, on va rappeler un petit peu ce qui s'est passé pour cet OS qui a été donc dévoilé au mois de juin. C'était pendant la conférence mondiale des développeurs Apple à San Francisco. C'est Craig Federighi qu'on voit à droite de l'écran, le grand patron de la division OS qui a fait cette présentation. Peut-être qu'on peut d'abord juste régler la question du nom de ce système. C'est pas un hommage à un capitaine mexicain. Hein. Non, c'est toujours un endroit en Californie. Voilà. C'est dans le parc de Yosemite d'ailleurs. Hein, donc ils sont sur leur lancée. Voilà. Donc alors. Ça nous permet de préciser de quoi on parle. Chez Apple, il y a une mise à jour du système, une grosse mise à jour du système d'exploitation des Mac tous les ans. Et Guillaume, on peut dire qu'il y a une année avec une mise à jour majeure, une année avec une mise à jour mineure. Là, on est sur une mise à jour plutôt mineure. Je ne suis pas d'accord. Et Pumba, qui est à côté de moi. Bon, c'est bien. Pumba n'est pas d'accord du tout. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on pourrait penser qu'un système d'exploitation, quand Apple fait une mise à jour, il y a ce qui est en surface, mais il y a également ce qui est en profondeur. Pour moi, aujourd'hui, en fait, il n'y a plus de mise à jour mineure ou majeure. Apple avance à un rythme qui est un rythme plutôt rapide. Mais pour moi, à la limite, El Capitan est bien plus majeur que n'a été Yosemite, en particulier en termes de gain de performance et en termes de stabilité et de sécurité. Donc non, c'est pas une mise à jour mineure, parce qu'en fait, ça aurait dû être réellement ce qu'aurait dû être El Capitan, c'est ce qu'aurait dû être Yosemite il y a un an, quoi, à peu de choses près. Ça veut dire que pour toi, finalement, il y a davantage d'innovation dans cette version qui arrive demain. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas une question d'innovation technologique. Ah, j'ai si pénible. Non, mais il y a deux choses. Dans un système d'exploitation, il y a effectivement des innovations qui sont importantes. Et il y en a quand même. Il y a des choses intéressantes. On va en parler dans quelques minutes. Mais il y a aussi le fait que un système d'exploitation, c'est quelque chose avec lequel on vit plusieurs heures par jour. Et il faut qu'il soit stable, il faut qu'il soit rapide et il faut qu'il soit juste efficient. Les nouveautés, il y en avait dans Yosemite, mais il y a eu beaucoup de bugs aussi. Il y a eu beaucoup de retours en arrière. Il y a eu des problèmes de stabilité. Donc même Craig Federighi s'était pris plein en interne. Les premières versions de Yosemite, moi je me souviens, il fallait que je redémarre grosso modo ma machine tous les 3-4 jours minimum, parce que on avait des lenteurs qui arrivaient, que le système n'était pas stable, le réseau n'était pas très stable, c'était pas top. Là aujourd'hui sur Yosemite, je tourne depuis une semaine dessus, sur la version plutôt. Sur El Capitan, pardon, donc sur la GM de El Capitan, et même sur les dernières versions de Yosemite qui étaient quand même bien améliorées, le système, on peut le faire tourner 10 jours sans problème, il est stable, il est vraiment stable. Franchement, la stabilité qu'on a aujourd'hui sur El Capitan, rien que pour ça, je pense que les utilisateurs, je leur conseillerais, alors avec certaines réserves, on va y venir, je leur conseillerais assez rapidement de passer sur El Capitan, parce que pour moi, c'est une version très très stable et très très bonne d'OS 10. Bon, et tu vois, moi j'ai été très prudent parce que vu les problèmes, et je suis d'accord avec Guillaume qu'on a eu sur Yosemite, du coup j'ai même pas osé installer la bêta ni la GM. Je me suis dit bon, je vais attendre la finale, je vais lire les 2-3 sites de référence pour voir qu'il n'y ait pas de surprise cachée, puis j'installerai après. Donc j'ai été très prudent. Ouais, on va préciser que
la GM, c'est la Golden Master, c'est donc on va dire c'est quasiment c'est la version définitive, sauf s'il se passe c'est la pratiquement définitive. Ouais. Alors des fois il y a des petites surprises. Je me souviens par exemple sur OS 9 à l'époque le lancement de la 8.5, si mes souvenirs sont bons. En France, on n'avait pas eu la GM finale parce qu'en fait on a eu un bug qui était limité à la version française. Donc Apple a dû scraper, donc a dû envoyer une traduction, un tas de CD. Ils ont dû envoyer tout un tas de CD à la poubelle parce qu'en fait ils ont eu ce souci-là qui est vraiment arrivé à la dernière seconde. En plus, à l'époque, il y avait des versions françaises, américaines, des CD, c'était des CD différents pour chaque langue. Là, aujourd'hui, c'est plus qu'un seul système pour toutes les langues. Et du coup, Apple a dit non. On a vu pour la Watch, l'Apple Watch, la semaine dernière. Oui, WatchOS 2, absolument. WatchOS 2, on était pratiquement prêt. Puis en fait, il y a eu un bug à la dernière minute qu'ils ont fait. Non, en fait, la version finale, c'est pas la version finale. On va attendre un petit peu pour sortir une vraie version sans les bugs bloquants qu'on pourrait avoir. C'est comme partout, chez Apple, ils ont différents niveaux de bugs. Il y a des bugs qui sont, ok, celui-là est passé, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine version. Et puis il y a des bugs, c'est alerte rouge, on bloque tout et on arrête tout et on retire même la version s'il le faut des serveurs parce que là, il y a vraiment un gros pépin. Bon, ça me donne une de très très belle. Je sais pas si tu as vu la sortie d'iOS 9, mais le bug du slide to unlock, ça a été un truc énorme. Nous, on a récupéré des dizaines d'utilisateurs sous 48 heures qui sont venus au magasin en disant j'ai fait la mise à jour de mon iPhone, il est bloqué, je ne peux pas l'activer. Et donc là, c'était un peu l'angoisse. Alors juste précise-nous ce qui se passait et comment ça a été résolu. Alors, en fonction de la façon dont tu faisais la mise à jour, très souvent les utilisateurs le font à partir de l'iPhone lui-même et non pas à partir du Mac et d'iTunes, comme on leur dit, mais bon, ils ne nous écoutent pas. Tu faisais ta mise à jour en iOS 9 et au moment pour pouvoir activer le téléphone, il faut faire le slide to unlock, en fait le glisser pour déverrouiller le téléphone. Et c'était bloqué. Donc le téléphone, tu pouvais rien faire à part le restaurer et espérer que tu avais fait un backup parce que sinon tu perdais quand même ce que tu avais dans ton téléphone. Juste parce que tu avais fait une mise à jour. Et donc Apple, très rapidement, sous 48 heures, a sorti une 9.01 qui corrige le problème, mais non seulement on a récupéré beaucoup de clients qui sont arrivés au magasin avec des téléphones variés qui étaient passés en 9.0, mais les premiers iPhone 6S qu'on a livrés vendredi matin, qui étaient en 9.0, tu avais ton téléphone tout neuf, tu essayais de l'activer, il bloquait, et le client devant toi en boutique te disait « j'en veux un autre, il est tout neuf, il ne marche pas ». Et on lui disait « mais celui d'à côté, il va faire la même chose hein. ». Donc, ça a été, pas sur tous, mais… Bon, 2 jours compliqués, il y a eu 2 jours compliqués. Oui. Tout lancement de nouvel OS, de toute façon, il y a toujours des trucs. C'est le souci, c'est qu'en fait, on peut avoir. Alors, faut pas croire chez Apple quand les gens disent chez Apple ils n'ont pas testé. Si ils testent sur des configurations type, mais après il y a des choses qu'on ne peut juste pas voir parce que ça dépend du type de configuration et que des fois on peut pas tester toutes les configurations existantes dans tous les cas. C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui il y a quasiment autant de configurations qu'il y a d'utilisateurs, c'est souvent ce qu'on dit. Et peut-être que dans 90% des cas ça va bien se passer, puis il y a des 1%, 2% des cas où c'est plus compliqué. Des fois ça peut dépendre de son opérateur téléphonique, qu'une mise à jour d'iOS ça peut mal se passer. Il y a plein de critères qui font que le déploiement, il y a toujours une fois loin de la coupe aux lèvres, comme on dit. Alors c'est vrai qu'en l'occurrence pour El Capitan, même si on va évidemment vous inciter à la prudence dans quelques instants, les retours sont quand même très très bons et effectivement tout le monde va dans le même sens que toi, Guillaume, à savoir que c'est un OS qui a l'air très très stable. On a d'ailleurs les premiers retours sur Twitter de vous qui nous faites l'amitié de nous accompagner en ce mardi soir pour la première diffusion en direct, et on retrouve une partie des fidèles de l'émission. Voilà, donc Céline, Kael qui nous dit que la GM est très rapide et très stable. La GM, c'est donc la dernière version qui est disponible pour ceux qui n'ont pas la version qui arrive demain finalement. Et histoire de garder le suspense, il y a un tweet qui vient d'arriver en disant qu'Apple vient de seeder une nouvelle version justement d'El Capitan pour les développeurs. Donc ça sera la 10.11.1. Aïe. C'est normal. Enfin, à la limite, c'est rassurant qu'on voit qu'ils bossent tout de suite sur la version suivante. Enfin, ils s'arrêtent pas, ils mettent à jour, mais après, tout de suite, c'est là, foulée, on continue de corriger tout ce qui pourrait être corrigé. Là-dessus, je veux juste revenir sur un point, mais j'ai oublié lequel, mais c'est pas très grave. C'est pas grave, on va continuer. C'est pas grave. Les précautions avant de faire la mise à jour. Ah oui. Voilà, alors justement, on va y venir. En tout cas, il y a un premier problème qui est réglé, c'est qu'a priori, on part sur un système qui est extrêmement stable. Vous prenez pas trop de risques. Maintenant, il faut quand même suivre les recommandations d'usage. Et là, Guillaume, on sait que tu es toujours extrêmement prudent et tu rappelles toujours les mêmes conseils.
si vous êtes un utilisateur professionnel, faites attention à la compatibilité de vos logiciels parce que c'est franchement dommage de faire une mise à jour et de se rendre compte que ces logiciels ne fonctionnent plus. J'ai eu le cas récemment avec moi-même, hein, j'ai fait une mise à jour de ma machine. Avec toi-même sur mon Mac Pro, en fait. Sur mon Mac Pro, j'ai fait une mise à jour. Ça fonctionnait très bien, sauf que j'ai un logiciel qui était plus compatible et là, ça me bloquait un petit peu. Donc, je suis revenu en arrière, c'est pas très grave. J'ai contacté le développeur, ils ont une mise à jour qui est en cours, donc très bien. Mais des fois, il y a des développeurs qui disent nous, on supportera pas la prochaine version du système et là, c'est plus embêtant. Donc, il faut faire attention à ça. Si vous avez des logiciels critiques pour votre production, ne faites pas la mise à jour, patientez, attendez de voir un peu les retours autour de vous, consultez les développeurs pour voir si leurs logiciels sont compatibles ou pas. Et dans ce cas-là, si vous dites c'est bon, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. La deuxième recommandation est... Attends, juste t'arrête sur ce point-là. À moins d'utiliser uniquement les logiciels de chez Apple, ça veut dire qu'il faut faire attention. Est-ce qu'il faut d'abord se renseigner sur la dispo de mise à jour pour ne pas se retrouver bloqué des logiciels? Oui. Tous ces logiciels critiques, oui. Si demain tu utilises, par exemple, je vais donner un nom au hasard, FileMaker Pro, faut aller faire un tour sur le site de FileMaker Pro et regarder est-ce que mon appareil, est-ce que mon logiciel FileMaker Pro, il y a bien une version compatible. Avant de faire la mise à jour. Surtout si on utilise des anciennes versions cas typiques, par exemple FileMaker Pro, leur logiciel, il supporte 3-4 versions des fois de l'ancien système, mais pas forcément plus. Là, j'ai un client qui était en 10.8, FileMaker Pro 14 ne s'installe pas sur 10.8, mais à l'inverse, peut-être la nouvelle version ne fonctionnera pas sur 10.11. Donc, il faut éventuellement attendre parce que certains développeurs disent nous aujourd'hui on est prêt et puis il y en a c'est nous aujourd'hui plus 6 mois on n'est pas prêt, ça arrive. Et par exemple les fabricants de copieurs, je ne citerai pas de marque, mais certains fabricants de copieurs c'est juste des fois 6 mois pour la mise à jour, ce qui est honteux parce qu'en plus quand tu regardes ce qui sort c'est des fois juste un correctif où ils ont rajouté le nom du système. Et puis c'est l'ancien pilote qui en fait est quasiment compatible à 100%, sauf qu'ils ont juste un truc qui n'est pas compatible, et voilà. Donc là-dessus, des fois c'est assez scandaleux. Et dans notre cas à nous, un autre exemple qui peut peut-être vous éclairer, nous évidemment on utilise beaucoup de matériel vidéo avec des drivers pour des cartes vidéo externes, etc. Des logiciels aussi un petit peu pointus. On va évidemment pas faire la mise à jour sur ces machines-là tout de suite. Voilà. On les fait sur les Mac qu'on utilise sur le plateau pour naviguer, etc. Mais on va évidemment pas la faire sur les machines sensibles. Sur un environnement de production critique, si vous avez des outils critiques, vous ne le faites pas, vous attendez les retours. Si vraiment vous voulez vous amuser avec, vous installez sur une machine secondaire, mais pas sur ce type de production. Il vaut mieux attendre comme je dis souvent, en fait, sur les versions complètes d'OS 10, la version 10.0, c'est rarement la bonne qui va marcher vraiment à 100%. Il faut attendre la version .2, voire .3 pour être vraiment avec un bon système vraiment stable. Elie, tu as prévu de la faire quand, cette mise à jour, toi ? Pendant le week-end, je pense. Si je résiste pas, je la ferai peut-être pas demain, mais voilà. Non, le week-end. Allez, on va être prudent. Il faut question un peu bête, mais non, finalement pas tant que ça. Il faut prévoir combien de temps pour bien faire une mise à jour de son Mac ? Alors, je vais répondre. Déjà, vous ne la faites pas dans le train pendant que vous êtes en train de voyager, d'accord ? C'est une question. Non, mais pourquoi ? Je sais qu'il y a des gens qui savent pas le faire, ou alors si vous aimez vraiment le sport, mais voilà. Pourquoi ? Non, mais attends, pourquoi ? C'est une bonne question. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et si tu vas faire t'as une présentation à faire à l'arrivée de ton train avec ta machine est plantée, t'es une bec dans l'eau, t'es content. Donc non, déjà c'est la première chose. Deuxième chose, en moyenne, la durée de la mise à jour, faut compter entre une demi-heure et 1 heure. Ça dépend ce qu'il y a sur la machine. Des fois, avec des logiciels tiers installés, ça peut être beaucoup plus long. J'ai eu des cas de mise à jour sur Yosemite où des fois ça prenait 2-3 heures, voire plus. Il y a eu pas un bug, mais un problème à une époque avec certains logiciels qui posaient soucis. Non, en moyenne, moi ce que j'ai calculé, c'est entre 20 et 40 minutes. Voilà, tout compris. Après, ce qui peut être long, c'est que des fois vous avez des mises à jour de la base de mail, si vous utilisez mail, donc là ça mouline pendant X temps, le temps qu'il réimporte vos mails, qu'il les convertisse. Ça dépend combien vous avez de messages. Voilà, ça peut être très long, dans certains cas ça peut être très très long, alors si vous avez un SSD ça va, si vous avez un disque dur c'est plus compliqué. Mais voilà, on va compter 2 heures, vous êtes tranquille à peu près, en moyenne. On a une question sur Twitter de Joël qui demande si on peut installer El Capitan dans une VM, donc une machine virtuelle. La réponse est oui. Par exemple, Parallels a sorti Parallels 11 qui est compatible El Capitan et qui est compatible aussi Windows 10 pour ceux qui veulent aussi installer l'autre système exotique. Et ils ont rajouté une petite fonctionnalité parce qu'ils aiment tellement Cortana qu'ils ont fait en sorte que Cortana fonctionne même sous OS 10 El Capitan. Cortana, c'est le Siri de Microsoft. Le Siri de chez Microsoft. Voilà. Donc voilà, Joël. Si vous dites sous El Capitan bonjour Cortana, même sous macOS, il répond. Il répond. J'ai juste complété la question par rapport à la question de Joël sur la machine virtuelle. Alors oui, mais les performances sont quand même un peu en dessous
même largement en dessous de ce qu'elle pourrait être sur une version optimisée, enfin sur une version native d'OS 10. Les versions en machine virtuelle d'OS 10 sont quand même moins performantes, par exemple, qu'un Windows qui tourne dans une machine virtuelle, pour différentes raisons techniques. Mais pourquoi ça ? Parce que chez Microsoft, ils ont beaucoup plus embrassé le concept de la virtualisation que chez Apple, chez qui ça a été ils le font, mais c'est pas leur trip, quoi, en fait, on va dire. D'accord. Donc, du coup, je trouve que Parallels, c'est assez rapide. Moi, je les ai toutes essayées jusqu'à la dernière. C'est rapide, mais par exemple, sur tout ce qui est affichage, clairement, le Parallels ou VMware, tu remets une machine virtuelle sur OS 10, tout ce qui est tout 3D, ça rame par rapport à ce que ça tournait, la même chose, le même logiciel dans un environnement Windows. Ouais. Un point important quand même, et nos confrères de Mac Plus le rappellent, c'est El Capitan est gratuit. Ça, c'est vraiment un mouvement qui s'est généralisé, puisque Windows 10 est gratuit aussi, c'est la première version à l'être. Faire la mise à jour, ça ne coûte rien. On a payé son Mac assez cher comme ça. Oui. Ça coûte toujours. D'abord, oui, effectivement, le prix du Mac comprend la mise à jour du système. Alors, c'est un point quand même qui n'est pas négligeable. Quand les gens me disent « Ouais, mais le Mac, ça coûte cher. » Oui, mais moi, j'ai à côté de moi un Mac de 2009, il y en a des encore plus vieux, qui supporte très bien et qui fonctionne mieux avec la dernière version du système qu'avec les anciennes versions. Donc là-dessus, Apple apporte toujours le support de machines qui datent de 2007-2008. C'est quand même un point important. C'est-à-dire que là, on est sur des machines qui sont plus que l'ancienne, mais le dernier système fonctionne toujours dessus. Donc c'est quand même pas négligeable. Deuxième point, effectivement, les mises à jour sont devenues gratuites parce qu'Apple, aujourd'hui, vend l'appareil et la marge qui se font sur l'appareil complète largement je pense que ça aussi, ça permet de fidéliser le client. Donc, voilà. Et d'un autre côté, en plus, je pense que ça leur enlève des épines du pied en termes de support. C'est-à-dire que plus ils ont un système qui est déployé rapidement sur leur machine, mieux c'est à la limite, parce que ça harmonise le support, ça coûte moins cher après à gérer que d'avoir différentes versions de système. Donc du coup, pour eux, c'est tout bénéfice finalement. Donc le coût du système, il faut voir qu'effectivement, il y a quelques années, la licence OS 10, c'était quand même 129 €. Elle est passée aujourd'hui à 0 €, c'est pas mal. Elie, tu avais un truc à ajouter ? Une petite info au passage pour ceux qui sont tentés de passer dernière version d'iTunes avec iOS 9, dernier couple, le 10.6.8 n'est plus supporté. Donc les clients qui ont des anciennes machines et qui étaient en 10.6.8, qui était le dernier système supporté pour pouvoir synchroniser son iPhone en dernière version, c'est fini. Là, c'est tombé il y a quelques jours. 10.6.8, ça nous ramène à quel système ? Snow Leopard, tu imagines. 10.6.8, ça date, fait un paquet de... On était encore au félin à l'époque. Et il y a Céline D, qui est une fidèle de l'émission, qui a rajouté un point important qui dit « Il est beau Pumba ». Et c'est vrai, il est beau Pumba. Voilà, il fallait quand même le préciser, tu as raison Guillaume. Alors, j'ai affiché une page pas très sexy, mais apparemment c'est quelque chose de très important et dont tu voudrais nous parler. Moi, je voudrais bien savoir ce que c'est. Je vais d'abord finir sur ce que je disais, sur les points importants. T'es vraiment contrariant comme garçon. Je suis très contrariant, mais c'est important. Avant de mettre à jour ce OS 10, le point fondamental, c'est vous sauvegarder. Voilà. Vous sauvegardez. Pas 3 fois, pas 2 fois, pas une fois. Je le dirai tout le temps, c'est sauvegarder vos données. Faites un clone de votre disque avec un utilitaire dédié. Un petit carbon copy ou voilà. Ouais. SuperDuper, Carbon Copy Cloner, il y en a plein. Time Machine pour sauvegarder, ça peut aller très bien sur un disque externe. C'est très lent, mais c'est bien. C'est lent, mais c'est l'avantage que c'est incrémental et s'il y a un problème, vous pouvez revenir en arrière relativement facilement. C'est vrai. Donc, dans tous les cas, pensez à sauvegarder, c'est le point essentiel. Je rajouterai rien. Si vous avez un problème, donc sauvegarder. Si vous avez un problème majeur, vous n'avez pas sauvegardé, vous pleurerez, vous allez devoir tout réinstaller, ce sera la tristesse pour vous et je ne vais même pas vous plaindre. Et puis, un petit conseil aussi, réparer les permissions avec utilitaire disque. Réparer les permissions si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. Ça ne fait pas de mal, ça prend 2-3 minutes et généralement, les mises à jour se passent beaucoup mieux. Voilà. Alors, je vais... Bon, on y est, voilà. Un point important d'ailleurs, justement, sur le capital. Donc, réparer les autorisations, c'est une fonction qui existe depuis la nuit des temps sur OS 10 pour permettre d'améliorer... Alors, ça a un peu des fois un côté placebo. Il y a des gens qui vous disent qu'il faut le faire toutes les semaines pour que votre ordinateur marche mieux. C'est pas vrai, il faut le faire quand vous avez un problème, d'accord ? Parce que ça peut des fois déclencher plus de problèmes que ça en corrige. Donc, il faut quand même le savoir. Et la réparation des autorisations, il faut savoir que sur El Capitan, le bouton qui permettait de le faire en utilitaire de disque dur n'existe plus. Parce qu'en fait, ce sera une fonction qui sera intégrée directement dans le système de mise à jour automatique. Dans le système des mises à jour. Quand vous déploierez une mise à jour, automatiquement, le système de mise à jour va réparer les autorisations avant de déployer la mise à jour. Donc on n'a plus à s'en charger.
Vous n'avez plus à vous en charger. Vous pouvez faire encore en ligne de commande si vraiment vous y tenez. Mais comme je dis souvent, si vraiment c'était une tâche qui est nécessaire de faire régulièrement, ça fait très longtemps qu'Apple l'aurait intégré dans ce qu'on appelle les cron, enfin maintenant c'est plus les cron, c'est d'autres noms, mais dans les tâches automatiques que le système peut déclencher tous les jours ou toutes les heures ou toutes les semaines dans les tâches de nettoyage. Il y en a plein dans OS X qui existent déjà par défaut. Apple ne l'a pas fait parce qu'ils estimaient que c'était pas nécessaire et je pense qu'ils avaient raison. Ce n'est pas nécessaire de le faire tout le temps. Non, mais avant une mise à jour, oui, et si d'ailleurs ils l'ont mis en automatique, c'est que c'était important de le faire. Ouais. Sûrement. Bon, moi je suis impatient, hein, donc j'ai envie de savoir ce qui se cache derrière ce System Integrity Protection. C'est toi qui nous as indiqué cette page, Guillaume. On va enfin parler des choses intéressantes. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'était très intéressant. Alors, c'est un point important. Alors, c'est à la fois important, mais c'est pas important, et ça montre un peu un côté, je dirais, jusqu'où Apple peut essayer d'aller pour essayer d'améliorer le système en termes de sécurité. Alors, ce dont on parle, le System Integrity Protection, vient du fait que, fondamentalement, tous les systèmes de type Unix, comme OS X, reposent sur l'utilisation d'un compte administrateur spécial qui est le compte root. C'est le compte numéro 0. R-O-O-T. C'est pas la route, c'est root. Pas la route, voilà, tout à fait. La balle, la racine. La racine. Le compte racine. C'est un compte qui est donc sur tous les systèmes Unix et qui est considéré aussi souvent comme un problème de sécurité parce que comme tous les systèmes Unix ont ce compte, à partir du moment où vous avez accès au compte root, vous avez accès à tout sur la machine. Et il y a beaucoup de logiciels qui font ce qu'on appelle l'escalation de privilèges, c'est-à-dire qu'en fait ils partent d'un compte utilisateur standard et après, par le biais d'un trou de sécurité, un logiciel malveillant peut prendre les privilèges du compte root et peut faire des choses malveillantes sur votre machine. Installer un logiciel sans que vous vous rendiez compte, peut éventuellement supprimer des fichiers système importants, etc. Donc, l'idée qu'Apple a eue, c'est qu'en fait, sur OS X et le Capitan, il y a une fonction, donc le SIP, qui permet en fait de... Le quoi ? Le SIP. System Integrity Protection. System Integrity Protection. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qui va permettre... Si vous êtes déjà largué, envoyez-nous un petit tweet avec le hashtag iWeekTV, mais... Il va continuer, on va le laisser continuer. J'ai presque fini, tu vois. Donc, ce système, en fait, va verrouiller certaines parties du système, ce qui fait que même le fameux compte root, quand tu travailles sur ton ordinateur, même le fameux compte root ne pourra pas modifier des éléments protégés. D'accord ? Donc, alors ça a un impact important, c'est en termes de sécurité, mais on sait que même si un logiciel malveillant s'installe, il ne pourra pas installer des éléments dans les parties protégées du système. Ouais. Les développeurs vont devoir faire attention à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas essayer d'installer leurs éléments n'importe où, parce que maintenant, ils ont des endroits dédiés dans le système, et ils vont dans ces endroits et pas ailleurs. Basta, c'est comme ça. Donc, ça fera un système quand même plus propre en général. Et par contre, ça veut dire aussi que certains logiciels vont avoir plus de mal à fonctionner. Alors, je vais donner un cas concret. Par exemple, j'ai un logiciel qui s'appelle Bartender, qui permet, lui, de rassembler toutes les petites icônes, vous savez, en haut à droite, là, il y a les icônes de son, de Wi-Fi, tout ça. Moi, j'en ai beaucoup, parce que j'ai beaucoup de logiciels qui s'installent là-dedans, et des fois, sur mon petit écran de MacBook Pro, c'est un peu compliqué. Donc, Bartender, lui, il regroupe toutes ces icônes sur une seule icône. Très pratique. Sauf que, El Capitan bloque ce logiciel. Il lui dit, toi, tu installes les éléments dans le dossier système ou ailleurs, tu n'as pas le droit de le faire. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Soit le développeur se dit, tant pis, je ne peux plus développer mon logiciel. Soit on va pouvoir démarrer sur la fameuse partition recovery de votre Mac. Alors la partition recovery, c'est la partition qui permet de vous redémarrer dans un environnement protégé, enfin de pouvoir réinstaller éventuellement votre système en cas de problème. Et cette partition recovery, donc il y a une commande qu'on peut taper qui permet de désactiver la protection. On redémarre ensuite sur son OS X, normal. On installe son logiciel et après on redémarre sur le recovery et on réactive la protection. Voilà. Wow. Donc c'est un peu complexe. D'accord. C'est fait pour faire en sorte que les utilisateurs soient mieux protégés. Ça va enquiquiner 10% d'utilisateurs qui, eux, ont besoin d'installer un logiciel un peu complexe qui fait des trucs un petit peu pas très propres avec le système, entre guillemets. Mais par contre, ça va protéger 90% des utilisateurs plus efficacement. Donc dans l'ensemble, c'est quand même plutôt une bonne chose. Une bonne chose. Sur Twitter, toujours, vous continuez de nous envoyer vos messages avec le hashtag iWeekTV. Kael nous dit qu'une fois téléchargé, il faut compter, selon lui, 15-20 minutes sur un Mac avec un disque SSD et à peu près 40 minutes d'installation sur un Mac avec disque dur. Je voudrais juste montrer cette page qui est la page de ton utilitaire, Guillaume, dans Absolument. Disk Maker X.
Excellentissime. Excellente. Donc une mise à jour qui arrive sans doute demain ou après-demain. Hein. Elle sera dispo, elle est pratiquement prête. J'attends juste la version finale pour tester. Mais moi, tous les tests que j'ai fait avec la version GM de El Capitan sont plus que concluants. Le logiciel marche beaucoup mieux que l'ancienne version qui était un peu compliquée à gérer parce que Apple avait... Enfin, je vais pas passer en détails techniques, c'est pas très intéressant, je fais plus de détails sur le blog, mais la nouvelle version devrait être plutôt satisfaisante. Moi, tous les tests que j'ai fait, j'ai démarré sur du 10.7 jusqu'à du 10.11, donc la version sera compatible avec les applications d'installation d'OS 10.9, 10 et 11, je garde la compatibilité sur 3 versions, ouais. Et j'ai 100% de réussite sur la création de l'image, donc c'est très satisfaisant. Bon, bah écoute, super. Et donc ça devrait être très très utile si vous voulez faire une installation propre, installer sur plusieurs Mac. Ouais, c'est ça. Si vous avez plusieurs Mac, vous téléchargez une seule fois, vous créez cette clé d'installation et vous installez El Capitan sur tous les Macs. C'est pratique quand on est dans le train, justement, puisque quand on n'a pas de Wi-Fi et qu'on a sa clé USB. En cas de problème, on peut réinstaller. En tout cas, moi, mes techniciens, je pense qu'ils ont élevé une statue à la gloire de Guillaume dans un coin du SAV parce que c'est leur utilitaire numéro 1. Écoute, je te propose même quelque chose d'encore plus productif. À la fin de la création de la clé, vous pouvez faire un don. Donc, n'hésitez pas à donner chez Nowhere. Faites un don. Et comme ça, moi, ça me pousse à développer plus et à me payer des vacances de luxe au bout du monde. Voilà, et vous pouvez ainsi rejoindre Steve Wozniak, qui est l'un de tes donateurs, parce que tu nous avais expliqué qu'un jour, il t'avait envoyé un chèque. Et ouais, carrément. Ça, c'était la classe. Pas simple d'encaisser un chèque en dollars en France, mais tu l'as peut-être gardé, non ? Ah, c'était sur mon compte PayPal, donc tout va bien. Ah bon, d'accord. Bon, voilà. Et puis, je voulais aussi qu'on fasse un petit salut amical à nos amis de Mac Génération, et notamment à Anthony Nelzin, qui est passé plusieurs fois dans iWeek et qui vous propose là depuis quelques heures ce bouquin sur l'e-book store, les nouveautés d'OS 10 El Capitan. Alors à un prix spécial, hein, si vous l'achetez aujourd'hui, vous gagnez 1 euro. Il est à seulement 4,99 €. Il sera à 5,99 € à partir de demain. Voilà, si vous voulez un petit bouquin numérique pour vous accompagner dans cette transition, on ne peut que vous le conseiller. Autre chose à dire sur El Capitan, les garçons ? Non, moi, je vais juste te dire, comme je l'ai dit déjà, c'est une excellente version. La version 11.0 donc sera vraiment stable, vraiment fonctionnelle, vraiment plus rapide. Alors, on n'a pas précisé, mais il y a vraiment beaucoup d'optimisation sur le capot. En particulier, alors, il y a aussi des nouvelles systèmes de gestion de fenêtres. On peut faire comme sur l'iPad aujourd'hui avec iOS 9, on peut mettre deux fenêtres en plein écran et puis les gérer de façon plus fine. Mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est le côté vraiment amélioration des performances. Ouais. En particulier sur l'affichage. Par exemple, moi, j'utilise, vous savez, Mission Control, la touche F3 de votre Mac, qui permettra de mettre toutes les fenêtres en mode mosaïque sur l'écran. Moi, je l'utilisais à l'époque avec Yosemite. Quand j'avais plus de 10 fenêtres, c'était l'enfer. Là, je compte pas, mais j'en ai à peu près une quarantaine à l'écran. C'est totalement fluide. Ça marche vraiment super bien, quoi. Il y a des éléments graphiques qui ont vraiment été... On a vraiment l'impression qu'Apple a enlevé un gros frein à main, quoi. Ils ont débloqué le frein à main et ça va beaucoup mieux. Donc, moi, je vous conseille vraiment de sauvegarder et après installer et profiter. Alors, juste petite précision, et j'allais en parler, parce que moi, je voulais vous dire que moi, je faisais toujours les mises à jour en étant connecté au réseau, parce qu'on a toujours besoin, à un moment ou à un autre, de faire une mise à jour ou de faire évoluer un soft, et qu'elle nous dit attention, avec une install propre d'OS 10, elle demande une connexion Wi-Fi au démarrage pour l'activation. M'étonne, c'est pas de l'activation, mais... Alors attention. Ça arrive dans certains cas, alors j'ai jamais trop compris pourquoi, j'avoue, j'ai jamais trop approfondi, et je pense que s'il y a des génius qui nous suivent, ils pourront nous expliquer en commentaire ou autre sur Twitter. Mais dans certains cas, effectivement, quand on réinstalle l'OS et que c'est l'OS qui est installé avec la machine va contrôler le démarrage si effectivement on a le droit d'installer OS 10 sur cette machine. Mais dans 99% des cas, si votre machine fonctionnait sur un ancien système, que vous avez téléchargé votre copie d'OS 10, il n'y a pas de protection numérique dessus. Vous pouvez débrancher la machine du réseau, vous démarrez sur votre clé USB faite avec DiskMaker, par exemple, et il n'y aura aucun problème pour installer. J'ai encore fait cet après-midi, je le fais régulièrement chez moi, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai qu'au démarrage, il y a besoin de réseau, souvent parce qu'il y a des mises à jour intermédiaires à faire, il y a des choses comme ça, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Mais dans l'ensemble, vous devez pouvoir faire l'installation sans le réseau. Voilà. Sauf cas exceptionnel. Voilà, moi j'avais 2-3 petites choses à vous dire parce que j'ai eu droit il y a quelques jours à un petit briefing
chez Apple. On était sous embargo jusqu'à 17h, donc on peut en parler. C'est vrai que moi j'étais assez séduit par le système. Les points sur lesquels les envoyés spéciaux d'Apple ont insisté, c'est effectivement les 2 points qu'on avait vu mis en avant lors de la keynote, à savoir l'amélioration de l'expérience, hein, de toute la fluidité de l'interface, etc. Il n'y a pas de révolution, mais il y a plein de petites choses qui évoluent. Et l'une de ces choses, vous vous en souvenez sans doute, c'était spectaculaire, c'est ce curseur, c'est tout bête, hein. Le curseur perdu sur son écran. Il suffit de frétiller du doigt sur son trackpad pour le faire réapparaître. Ça fait partie des petites choses assez sympa. Effectivement, le split view dont tu parlais à l'instant, Guillaume, c'est vrai que c'est vachement pratique aussi. Il y a surtout, moi, ce que je notais, c'est la mise à jour de l'application Note, qui elle a été totalement remise à jour, revampée. Elle est maintenant compatible avec iCloud, donc la synchro se passe beaucoup mieux en général. Et on peut faire des notes avec du texte, des images, on peut faire des captures d'écran. Enfin, elle est franchement beaucoup mieux gaulée que ce que ça a été auparavant. Ouais. Donc rien que pour ça. Par contre, si vous voulez faire la synchro après des informations, il faut avoir une Capitane et iOS 9 sur vos appareils pour que ça marche partout. De toute façon, avec iCloud Drive aussi, il faut être à jour un peu partout maintenant. Hein. Oui, tout à fait. Maintenant, on est un peu obligé. C'est pour ça aussi qu'Apple pousse à faire des mises à jour gratuitement. En termes de performance, alors ça c'est les chiffres. Je ne sais pas si tous les chiffres avaient été donnés lors de la keynote, mais le lancement d'app va jusqu'à 1,4 fois plus vite, on va dire. La bascule d'une app à l'autre 2 fois plus vite. L'affichage du premier mail, quand on ouvre mail, 2 fois plus rapide aussi. L'affichage des PDF dans Aperçu jusqu'à 4 fois plus rapide. Et puis ils ont beaucoup insisté sur le rôle de Metal, donc cette nouvelle couche logicielle, hein, qui succède à OpenGL pour faire simple. Ouais, à peu près. Ouais, à peu près, hein. Comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte justement d'ailleurs que OpenGL dans El Capitan est toujours un peu à la bourre, parce que la version qu'on a, c'est une version qui date de 2010-2011 a priori. Mais bon, l'idée d'Apple, c'est quand même plutôt de pousser les utilisateurs à aller sur Metal aujourd'hui, quoi, parce que les gains de performance sont bien plus significatifs. Ouais, absolument. Voilà. Et tout comme aujourd'hui, d'ailleurs, les développeurs chez Microsoft vous diront, mais pourquoi il faut utiliser du DirectX ? Point. Il n'y a pas d'autre solution. C'est à peu près la même chose. Voilà, donc du côté des performances, alors il y a aussi toutes les évolutions dans Photo, dans Safari, dans Note, tu l'as dit, Spotlight aussi, la recherche qui n'est plus limitée seulement aux disques locaux. Voilà. C'était déjà le cas avant, en fait. Il y avait une fonction de recherche sur Internet, mais surtout maintenant, ce qu'il y a, c'est que tu peux faire du texte, langage en texte, phrase normale, quoi, quasiment. Tu peux dire recherche les documents de Benjamin, fait la semaine dernière. Tu peux le faire en langage naturel, quoi. Ouais. Fait un langage naturel. Dans la case de recherche. Voilà pour ce qu'on pouvait dire ce soir, en ce 29 septembre, veille de la sortie mondiale d'OS 10 El Capitan, sortie gratuite, téléchargeable demain. Sans doute fin de journée, hein, heure française. Oui, à peu près, fin de journée. Hein, le temps que les Américains sur la côte ouest se réveillent et que les serveurs se mettent en marche. Tout à fait. Voilà. Bon, et ben voilà. On va passer à la deuxième partie de cette émission, sachant qu'on a déjà plus de la moitié de l'émission qui est passée. Et je vois qu'Ellie a déjà préparé son ustensile pour la suite. On va évidemment parler des nouveaux iPhones. À tout de suite. Voilà, iPhone 6S et 6S Plus, ils sont arrivés le 25 septembre, donc il y a 4 jours. C'est un carton commercialement. Hein. On s'y attendait, mais est-ce qu'on s'attendait à ce que ce soit aussi impressionnant ? 13 millions d'iPhone 6S. Je me trompe pas, hein, Ellie. Hein. C'est ça. C'est bien vendu ça. en 2 jours. Voilà, vendu en 2 jours. J'avais vu 4 jours, moi. Non, je crois qu'ils ont dit les 2 premiers jours. Ils comptent vendredi et samedi, généralement, dans leur stats. D'accord. Après, il y a des boutiques qui sont ouvertes le dimanche. Ah oui, sur le week-end, c'est ça. Mais principalement aux États-Unis. Ouais, bon. Il y a aussi des boutiques qui sont fermées le week-end, donc ça compense. Voilà.
Bon, merci. C'est 2 millions de plus que l'iPhone 6 et c'est 1 million de plus que ce qu'avaient prévu les analystes les plus optimistes. Ouais, merci les Chinois ou c'est plus compliqué que ça à expliquer? Bon, il y a un effet chinois, certainement, mais je pense que même en France, on a vu pas mal de gens venir l'acheter. Ça n'a pas été ça n'a pas été la bousculade qu'on voyait avant, quoi. Écoute, les confrères, les copains de Watch qui étaient notamment sur les boutiques Orange, SFR le 25 au matin à 8h, il y avait personne, quoi. Il n'y avait pas de file d'attente. Ouais, mais c'est normal, je pense, parce que aujourd'hui, les utilisateurs, ils s'en foutent, ils peuvent commander en ligne, ils peuvent recevoir chez eux. Donc pourquoi aller s'enquiquiner, aller dans le froid le matin, sauf si tu veux essayer d'alimenter le marché gris, donc on va pas aller chez Orange pour ça. Je pense que ce qui se passe aussi, alors faut pas oublier un point, c'est que sur les 13 millions, certes il y a eu 13 millions, mais il y a eu 2 pays de plus, puisqu'il y a eu la Chine et je ne sais plus qui étaient aussi dans les pays livrés par rapport à l'année dernière, donc ils étaient 12 pays au lieu de 10 cette année, dont la Chine, qui est quand même pas un petit marché. Et puis après, il y a aussi, oui, le fait que je pense que peut-être que les gens sont plus patients. Il y en a peut-être aussi qui savaient qu'ils pouvaient retirer en boutique, donc du coup ils payent, ils vont chercher en boutique un peu plus tard dans la journée. Donc, du coup, c'est quand même plus pratique aussi à gérer. Moi, je suis allé à l'Apple Store de Rony 2 pour essayer de trouver un. J'avais pas commandé, j'ai commandé à la bourre moi sur l'Apple Store et en ligne. Et du coup, j'ai essayé de voir si à Rony 2 il y avait du stock. Et à midi, il y avait encore du stock sur certains appareils, mais beaucoup moins sur l'iPhone 6S Plus. Ce que je ça a été la grande surprise cette année. Alors oui, bien. Elie, dis-nous un petit peu, toi qui a un retour direct. Cette année, c'était assez intéressant. Il faut dire que pour la première fois depuis qu'on vend des iPhones, on a réussi à avoir l'intégralité de notre commande. C'est-à-dire que généralement, tu sais, on commande beaucoup, on reçoit des fois la moitié, des fois 30%, des fois même moins. Et cette fois-ci, on a eu l'intégralité de ce qu'on avait commandé pour le lancement. C'est-à-dire qu'on l'a reçu la veille, ce qui était un peu magique. Oui. Et par contre, on s'est un tout petit peu planté, comme je suppose quelques-uns. L'iPhone 6S Plus, surtout en haut de gamme, a été vraiment plébiscité. Nous, on avait tablé plus sur le 6S à cause du prix. On avait mis plus de 6S que de 6 Plus, et les gens voulaient du 6 Plus, et surtout en haut de gamme. Ils se sont précipités sur le 64 et le 128 Go. Ah oui. Qui sont des téléphones à quasiment 1 000 €, quoi. Absolument. Ouais. Oui. Mais peut-être que les premiers acheteurs sont ceux qui veulent les modèles haut de gamme, et puis après, ce sont les utilisateurs un peu traditionnels qui, eux, regardent combien ça coûte, etc. Mais les premiers jours, c'est souvent ça. L'an dernier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, nous n'avions pas accès aux références 128 Go pendant la première semaine. Elle était réservée à Apple. Et on avait beaucoup souffert de ça. Et cette année, on a eu les 128 et c'est ceux qu'on a vendus en priorité. Alors, pour rappeler rapidement, les deux iPhones ont quasiment les mêmes caractéristiques, si ce n'est évidemment la taille de l'écran, la batterie qui est légèrement différente. Et le 6S Plus a en plus le stabilisateur 5 axes pour la vidéo que n'a pas le 6S. Oui, c'est l'autre facteur différenciant réellement du 6S Plus, tout à fait. Voilà. La grande nouveauté sur ces iPhones, la nouveauté technologique, c'est ce fameux 3D Touch. Oui. Tu l'as essayé, Elie, qu'est-ce que tu en penses? Il est là. Alors, regarde. Touch 3D. Alors, d'abord, le Touch ID, il est super rapide. Donc, tu as à peine le temps de l'effleurer. Donc, voilà un écran. Le Touch ID, donc c'est la reconnaissance. Le Touch 3D, ça fait ça. C'est-à-dire que quand tu appuies dessus, alors, il s'est éteint. Est-ce que je l'ai à l'envers? Donc, quand tu appuies dessus, regarde l'image, elle bouge. Donc, ça, c'est un des effets. Donc, quand on lâche, elle revient. On a des fonds maintenant d'écran qui sont animés. Ça, c'est le live picture. Quand tu prends une photo, vous avez vu la keynote, il enregistre 1,5 secondes de vidéo et de son, ce qui fait que les photos s'animent un peu comme dans Harry Potter. C'est un peu magique. C'est convaincant pour toi le 3D Touch, Elie? Oui, c'est très pratique. Toutes les applis ne l'utilisent pas encore. Évidemment, toutes les applis Apple, oui. Ça fait gagner beaucoup de temps parce qu'on appuie sur l'icône message, il propose immédiatement si on veut envoyer un message et il donne la liste des 3 derniers à qui on en a envoyé.
pareil sur l'appli téléphone, on clique sur l'icône et il y a les 3 dernières personnes qu'on a appelées qui apparaissent immédiatement et c'est très rapide, quoi. Ouais. On peut prévisualiser un mail sans l'ouvrir. On laisse appuyer, le mail apparaît et même une page web, elle apparaît. Si elle nous intéresse, on l'affiche. Sinon, elle disparaît. On reste là où on était. C'est pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Moi aussi, je commence à m'y habituer. C'est une nouvelle habitude. Hein. On n'a pas forcément le réflexe directement d'appuyer un peu plus fort, mais c'est vrai qu'il y a plus. Ça marche par exemple sur les icônes. Là, on le voit en ce moment avec les applis Apple, mais Facebook aussi a déjà mis à jour son appli pour en tirer parti. Finalement, il y a toute une profondeur maintenant dans la navigation. On n'est plus seulement sur une navigation en surface. En fait, ce que je disais dans un podcast que j'anime, 3 hommes, un podcast avec des camarades, n'est-ce pas, qui monte bien d'ailleurs au niveau des classements de podcast, juste derrière iWeek, Et donc, comme je vous ai remarqué, en fait, pour moi, la fonction Touch 3D, c'est un peu la touche option du Mac. C'est ça. Sur le Mac, vous avez la touche option qui vous permet de faire des actions cachées. Alors, amis téléspectateurs, par exemple, si tu as ton Mac en face de toi, si tu appuies sur la touche Alt sur ton clavier et que tu vas sur le menu Pomme, tu verras, par exemple, que à propos de ce Mac devient Information Système et que ça lance le logiciel du même nom automatiquement. Ça fait partie de toutes les fonctions cachées. Quand vous appuyez sur Alt et que vous faites des actions dans le Mac, vous avez plein de fonctions cachées qui peuvent se déclencher. Pour moi, le Touch 3D, c'est un peu la même chose, dans le sens où ça permet d'accéder plus rapidement à des fonctions usuelles. Il y a des utilisateurs qui vont passer à côté, puis il y a ceux qui vont s'habituer rapidement, qui auront l'habitude après d'appuyer avec le doigt partout, et eux, ils vont avoir un traitement plus efficace de l'information, ils vont être plus rapides sur leur téléphone. Donc c'est une habitude effectivement à prendre, mais en même temps, ça a un côté à la fois, je dirais, un côté jeu, un peu de jeu, et il faut chercher, il faut trouver où... Ça encourage la découverte un petit peu. C'est vrai. Ça encourage un petit peu la découverte. Et je pense que pour ça, c'est assez futé. Enfin, l'interface est assez futée. Après, comme j'ai dit, ça reste malgré tout un iPhone vous pouvez faire les mêmes choses que vous faites avec votre iPhone, hein, mais avec Touch 3D, vous allez quand même vous allez plus efficace, tout simplement. Voilà. Alors, les petites caractéristiques nouvelles, il est un tout petit peu plus épais et un tout petit peu plus lourd que le précédent. Donc, méfiez-vous si vous avez des coques. Parce que certaines ne vont plus marcher. Oui. Mais moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'est la vitesse à laquelle réagit maintenant Touch ID. C'est-à-dire qu'en fait, le téléphone est activé avant même que je me sois rendu compte que j'ai appuyé sur le bouton. C'est instantané. Je connais des gens que ça fait râler parce qu'ils sont habitués à appuyer juste un coup pour pouvoir voir l'heure, par exemple, et voir les messages affichés. Et du coup, ça se déclauche tout de suite, ils n'ont pas eu le temps de voir et ça les énerve. Donc ça, tu as vu tout à l'heure, j'étais obligé de le faire 3 fois parce qu'il s'était activé sans que je me rende compte. En fait, il faut surtout soit utiliser un autre doigt, si vous voulez juste activer l'écran il faut utiliser un autre doigt par enregistré par Touch ID, ou appuyer sur le bouton de verrouillage qui lui va afficher l'écran de verrouillage. Voilà. On va rester sur l'iPhone encore quelques instants, mais je voulais quand même vous montrer cette magnifique homepage de l'iTunes Store depuis hier soir. Voilà, on est sur la homepage de l'iTunes Store. Alors évidemment, ça défile, mais vous voyez que Watch TV a les honneurs de l'iTunes Store. Alors je vais revenir sur le visuel. Je vais cliquer dessus et je vais vous montrer la nouvelle page de Watch sur l'iTunes Store justement. Wow. Là, franchement, il faut tirer un grand coup de chapeau à Eric qui nous aide, qui développe pour nous tous les outils maison pour gérer tout ça. Regardez, il y a les 70 et quelques flux de Watch sont là. Alors classés selon le type de programme, les émissions high-tech sont sur la première ligne, les émissions loisirs sont sur la deuxième. Vous avez tout le classement thématique sur la droite. Vous avez le classement selon les 5 formats de podcast, puisqu'on vous propose un format audio pour toutes les émissions et puis 4 formats vidéo qui vont du large au plus petit format. Ça va dépendre de l'appareil sur lequel vous voulez les visionner. Et puis c'est très simple. Si vous voulez retrouver les podcasts d'iWeek, vous cliquez sur Mac par exemple et vous avez les 5 podcasts d'iWeek, donc du plus petit au plus grand avec le podcast audio. Voilà, on est en train d'ajouter la saison 1 qui n'est pas encore totalement complète, mais ça va être fait d'ici quelques jours. En tout cas, vous avez les saisons 2 et 3 et cette émission sera donc dispo en podcast avant minuit. Travaille à fond à la conversion. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit ? Je disais, ton Patreon 2 travaille à fond sur la conversion. Oui, ça, je peux te dire qu'il travaille dur. Un podcast par jour. Voilà, exactement. Non, mais
Il y a Céline qui nous fait remarquer qu'effectivement, il y a eu plus de pays supplémentaires par rapport aux ventes de l'iPhone. Il y a eu plus de pays supplémentaires, mais il y a aussi la fin des engagements sur 24 mois. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui sont sur un iPhone 5S, s'ils avaient pris sur engagement, ça y est, il est fini. Donc ils peuvent aller maintenant sur un autre téléphone. Et effectivement, comme elle le fait remarquer, apparemment, l'iPhone rose a beaucoup de succès. Et c'est vrai qu'il est loin d'être moche. Je connais des gens qui étaient habitués d'autres couleurs, qui sont bien, tiens, j'ai tenté, et c'est vrai que c'est pas moche, quoi. Alors, tiens, à propos des couleurs, ça c'est aussi un truc que j'ai découvert, ça m'avait échappé lors de la keynote, vous l'aviez peut-être entendu, les couleurs d'Apple Watch qui auparavant n'étaient disponibles qu'en or, c'est-à-dire par exemple le rose, existent maintenant en alu. Donc si l'or rose vous faisait envie, vous pouvez désormais vous payer la même couleur en alu pour beaucoup moins cher que les $18 000. Voilà. Mais elle n'est pas en or. Elle n'est pas en or, elle est en alu, forcément. Voilà. L'autre nouveauté, enfin l'une des autres nouveautés de ces iPhones, c'est les live photos, ces photos vivantes. C'est quoi? C'est une photo animée pour faire simple. Oui, en fait c'est une petite vidéo d'1 seconde et demie. Et il faut dire que ça diminue un tout petit peu la qualité. C'est un petit bouton qui est maintenant au centre, qu'il faut penser, il apparaît en jaune, qu'il faut penser à cocher ou décocher. Donc c'est assez rigolo, mais la photo est de moins belle qualité quand même, parce que c'est en fait une vidéo. Donc, Alors là, je suis pas d'accord, Elie. Ce que j'ai vu justement, c'est que ça change rien la qualité de ta photo. Et il y a un article qui a été publié justement avec des exemples à l'appui. Moi, j'avais l'impression que non. Mais aujourd'hui est sorti un article, je pourrais vous le retrouver, je mettrai sur Twitter, où ils font une analyse très poussée des deux cas et ils disent qu'on perd un tout petit peu en qualité et vraiment photo à l'appui. D'accord, bon, ok. Moi, je n'ai pas remarqué, mais je ne suis pas un expert. Alors par rapport à l'iPhone 6 en général, de petites choses intéressantes, il y a eu par exemple le fait qu'il y aurait 2 processeurs A9 différents. Avec des tailles différentes et avec 2 producteurs différents, donc Samsung et TSMC, je crois, je sais pas comment il s'appelle l'autre. Oui, c'est ça, TSMC. Donc il y aurait 2 tailles différentes. Alors les performances seraient identiques et elles sont excellentes. A priori, les performances, Ars Technica qui a fait des tests très poussés a montré que les performances étaient vraiment extrêmement bonnes. Par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, je crois qu'on est au niveau iPad R2, il me semble, voire plus. Donc c'est vraiment, au niveau processeur, c'est vraiment le haut du panier. Les iPhones seraient très costauds aussi. Ouais, alors tiens, justement, à propos, voilà, ça tombe bien que tu y viennes, parce que c'est un sujet que je voulais te proposer. J'ai sorti la vidéo réalisée par Square Trade Labs, dans lequel effectivement ils mettent les 2 nouveaux iPhones à rude épreuve. Alors, ils les comparent au Galaxy Note 5 qui a été annoncé mi-août par Samsung. Il faut quand même préciser, Guillaume, que là on parle d'un iPhone dont la vitre a été traitée de manière un peu différente, dont l'alu est différent aussi. Oui, tout à fait. En fait, apparemment, le liage serait supérieur au niveau de la qualité de l'aluminium, serait un peu supérieur à ce qu'on avait avant sur l'iPhone 6. Donc la résistance, on peut le voir là sur les vidéos, est quand même. Je crois que c'est le même alu que sur l'Apple Watch. Voilà. Exactement. Donc là, on est en termes de résistance, donc la pression au centre, donc ce serait 77 kg sur l'iPhone 6S et sur 6S Plus, c'est 82 kg. Ouais, donc, absolument. Si une pression de 82 kg sur le centre de l'écran, là, il va casser. Donc, il faut quand même y aller. C'est pas en s'asseyant dessus que ça va arriver. Par contre, là, donc c'est quand même 50 à 60% de mieux que le précédent modèle qui a été critiqué. Rappelez-vous, le fameux Bendgate. Le Bendgate où il se pliait a priori. Auquel j'ai jamais vraiment cru, moi, mais bon. Il y a eu des cas quand même. Il y a eu des cas a priori assez clairs. Mais bon. Il fallait le chercher quand même. Il fallait chercher. Justement, ma génération avait parlé, je crois qu'ils avaient eu un cas chez eux, c'était légèrement plié. D'accord. Bon. Alors, autre point intéressant. Oui, chez nous, on en a eu un. Oui, ça m'intéresse aussi. Tu veux parler de l'immersion? L'immersion, puisqu'il y a des petits malins qui ont essayé de voir combien de temps il résistait dans l'eau, cet iPhone 6. Alors, ne faites pas ça chez vous. Ne le faites pas. Mais il tient quand même 1 heure en immersion sans problème. Alors ça c'est une vraie surprise. On n'a pas truqué, les 2 personnes qui ont retesté, ça a l'air plutôt vrai. Ouais. C'est une vraie surprise, ça. Il n'a pas du tout été annoncé comme étant étanche. Pas du tout. Mais après, je pense que pour Apple, il vaut mieux dire c'est pas étanche et que personne s'amuse à faire des tests comme certains le font. Et surtout, ça évite les problèmes de garantie. Plutôt que de dire comme l'a fait Sony, il est étanche. Et puis en fait, quand ils ont sorti leur pub en disant c'est étanche, le problème, ils ont montré le téléphone sous l'eau, youpi tralala. Et en fait, à la fin, ils ont dit non, mais en fait, non, ne le faites pas.
Voilà, non. Bravo les gars. Ouais. Vous avez bien vendu le truc, je trouve. Bon, donc on retrouve un petit peu la même configuration que l'Apple Watch, parce qu'elle est pas étanche officiellement, mais on peut se laver les mains avec. L'Apple Watch est officiellement étanche. Elle est IPX7, je crois, donc il y a une étanchéité qui est garantie. Elle est pas. Ils ne recommandent pas de se baigner avec, donc elle n'est pas étanche. Elle est résistante à l'eau. L'étanchéité, il y a différents niveaux. D'accord, il y a différents niveaux. Elle est effectivement considérée comme résistante à l'eau. Les tests ont montré que tu pouvais aller largement plus longtemps. Moi, je me suis douché avec, il n'y a aucun problème. Et même Tim Cook a dit, vous pouvez vous doucher avec votre montre, il n'y a aucun souci. Il l'a dit, moi je le fais, donc je vois pas pourquoi moi je pourrais pas le faire. On est à 20 minutes là presque, 19 minutes. Voilà, mais il marche encore. Effectivement, une heure après, il ressort et il fonctionne toujours. Donc, mais après, ça ne veut pas dire que tout va bien fonctionner, qu'il n'y a pas pour autant des problèmes qui vont se révéler un peu plus tard. Donc, ne le faites pas, même à la maison, parce qu'après, Apple, ils vont vous dire oui, mais il est dans l'eau. Ah oui, ça, il n'y a pas de garantie. Bon, en tout cas, ils sont peut-être plus résistants à l'eau que les modèles précédents. Tout à fait. Voilà. Oui. Ça veut juste dire que s'ils tombent dans l'eau, si jamais ils tombent dans l'eau, ne le jetez pas tout de suite. Voilà. Bah, disons que moi j'ai eu un cas d'iPhone 4S immergé dans ma famille et que j'aurais été bien content qu'elle puisse résister comme ça. Bah oui. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, il commence à y avoir déjà les rumeurs sur l'iPhone 7, donc on n'en a pas parlé, Eli. Qui serait étanche et résistant à la poussière. Ouais. Bah, apparemment le 6S l'est déjà, donc c'est pas du tout une nouvelle, tu vois. Et il aurait une autonomie de 1 mois, ce qui paraît aussi. D'accord. Tu pourrais le mettre dans ton four micro-ondes et ça marcherait quand même. Bon. On termine avec les dernières autres nouvelles du monde, de ce monde Apple. Il y a 2-3 petites choses quand même dont on pourrait parler. De quoi on va parler? D'abord, un rendez-vous, c'est le 27 octobre. Ce sera le jour de l'annonce des résultats trimestriels d'Apple. Forcément décevant. Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. L'iPad Pro, moi, c'est vraiment... Alors, je dois dire que c'est vraiment l'appareil qui me fait délirer en ce moment. J'ai très, très hâte de l'avoir entre les mains et de voir ce que ça donne vraiment. L'iPad Pro, il a été présenté chez Pixar. Et apparemment, chez Pixar, ils se sont bien amusés avec, à tel point qu'ils envisagent de l'utiliser dans leur process de fabrication. Et ce qui les a le plus bluffés, apparemment, c'est qu'on utilise le crayon pour écrire. Forcément, la paume de la main va à certains moments toucher le verre et toucher l'écran. Et ben, y a une détection qui fait qu'à aucun moment la paume n'est perçue comme voilà, ça n'a aucune incidence sur ce qu'on est en train de faire, en fait. Voilà. C'est la magie d'Apple. C'est sa différence, si tu veux, entre sortir un produit et sortir un produit quand il est vraiment efficace et fiable à 100%. Enfin, pas dire à 100%, ce serait exagéré, mais qu'il est plus réfléchi que la moyenne. Voilà, ouais. Oui. Donc voilà, a priori, test concluant chez Pixar, et c'est évidemment un passage qui est très important. Il est très attendu, hein, ce produit. Nous, on a déjà des clients qui nous ont réservé des iPad Pro sans connaître le prix et la disponibilité. Ils ont dit non, mais on le veut, c'est pas grave, on le veut. D'accord. Bon, il nous reste une petite minute. On va finir par une news qui va intéresser ceux qui sont sur Office. Si vous avez besoin de la toute dernière version d'Office pour Mac, Office 2016, elle est dispo. Juste là, ce qui est bizarre, c'est qu'on la trouve pas au même prix partout. En gros, il y a 20 € d'écart selon qu'on l'achète à la Fnac ou à l'Apple Store, et c'est plus cher sur l'Apple Store. Quelle surprise! Et ça pose à nouveau le problème des licences Microsoft. Ça a l'air aussi simple qu'auparavant. Écoute, une fois j'avais mis dans le tarif Microsoft, c'était 160 pages pour tous leurs produits. J'ai fait un coma, je me suis caché. Et encore, nous, on a une version relativement simple, parce qu'Office sur Mac, il n'y a pas grand-chose. Oui. Hein, on a moins de logiciels que sur la version PC. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez soit le prendre dans un abonnement Office 365, et ça vous coûte un abonnement récurrent, soit vous achetez votre licence d'un coup, et basta, quoi. Et voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous pouvez effectivement acheter votre licence en un seul morceau, et que vous n'avez pas besoin de payer un abonnement. Par contre, vous n'avez pas accès à toutes les fonctions d'Office 365. Et petit point important, justement, on parlait de l'iPad Pro,
si vous voulez utiliser Office sur l'iPad Pro, il faudra prendre un abonnement Office 365 parce que la licence d'utilisation d'Office sur les appareils, c'est sur tous les écrans de moins de 11 pouces, je crois, un truc comme ça, c'est gratos. Par contre, si vous avez un appareil qui est plus grand, c'est considéré comme un ordinateur, donc c'est payant. Voilà. Et pour le coup, il faudra un abonnement Office 365 pour utiliser Office sur l'iPad Pro. Et j'ai fini. Voilà, suite au prochain épisode. Il est l'heure de nous quitter. Merci beaucoup les amis. Merci Guillaume, salut à toi. Très très bonne soirée avec Pumba. Tu l'embrasses pour nous. Et puis Michel Elias, le doubleur, qui est un fan de Mac. Et Ellie, on a déjà pris rendez-vous avec toi apparemment dans ta piscine avec un iPhone 6S pour tester sa résistance à l'eau. Il faut se dépêcher parce qu'elle commence à être fraîche. Absolument, on va se dépêcher. Merci beaucoup de votre fidélité. iWeek TV pour la suite de vos messages et de vos réactions. L'émission en replay très très vite. Et puis sur iTunes, évidemment, en podcast. Merci. À la semaine prochaine, mardi 20h-21h. Très bonne soirée sur Watch où les programmes Arrête, Pumba, continuent. Salut à tous.